Les chroniques de BFM de ce soir abordent les différents points soulevés par le président de la République, Denis Sassou Nguesso, lors de son entretien avec Jeune Afrique. Et on en parle ce soir avec Bruni Fortuna Ngolali. Bonsoir et bienvenue à tous. Fortuna, bonsoir. Bonsoir, Gabriel. Les accords entre le Congo et le Rwanda, est-ce que là, le président vient de mettre fin aux incertitudes des uns et aux inquiétudes des autres, et aussi à toute la polémique suscitée autour de ces accords? Oui, vous savez que le chef de l'État est l'ultime recours, on va dire le dernier rempart même, celui dont on veut écouter à tout prix quand nous traversons des périodes de crise ou quand nous sommes dans des périodes assez mouvementées comme nous l'avons constaté avec cette affaire des accords avec le Rwanda où en dehors des opposants politiques qui réellement en polémique jusqu'à aujourd'hui ont encore fait pression sur le gouvernement. Nous avons aussi constaté à travers le pays des Congolais qui étaient un peu inquiets, incertains, douteux, voilà, dubitatifs, qui ont attaqué aussi le gouvernement. Voilà, le Premier ministre Anatole Kounmakosso, lui, il a mené une sorte de plaidoyer, il a écrit aux opposants, il a écrit encore à d'autres personnalités, il a plus d'une fois parlé aux parlementaires et finalement, le président de la République, il vient il vient rassurer l'opinion, il vient confirmer en réalité ce que son gouvernement disait depuis là. Et finalement, oui, c'est pour rassurer surtout les populations qui étaient incertaines tout à l'heure, puisque quand vous lisez l'interview, je lis sa réponse rapidement. Dans sa réponse, il dit, il y a dans cette affaire une bonne dose de manipulation politicienne. Depuis plus de 15 ans, des Sud-Africains noirs et blancs bénéficient des terres dans le département de la Bwinza, sur lesquelles ils cultivent du maïs. Que je sache, ils n'ont pas emporté les terres congolaises en Afrique du Sud. Et récemment, des sociétés ivoiriennes et sénégalaises ont soumissionné pour des projets d'exploitation à une centaine de kilomètres de Brazzaville. Des Émiratis, des Saoudiens, des Qataris sont eux aussi demandeurs. Et donc, je passe rapidement, il parle de la main-d'œuvre. Après, finalement, il conclut pour dire « Jamais il n'a été question de leur vendre des terres et jamais un mètre carré de terre congolaise ne sera cédé. Je m'en porte garant. Toute cette agitation relève en outre d'une rwandophobie qui n'a pas lieu d'être. » Donc, on constate que le président de la République reproduit tous les éléments qui ont été présentés à la population par son Premier ministre. Il brandit ces éléments. D'abord, il dénonce le fait que il n'y avait pas lieu d'être de polémiquer sur cette affaire-là, qu'il n'y avait jamais eu vente de terres ou cession de terres. Il rappelle encore à ceux qui pensaient que le Rwanda était le premier pays à demander donc l'exploitation, sinon s'installer au Congo pour développer s'installer leurs entreprises, qu'il y a eu la Côte d'Ivoire, le Sénégal, les Émiratis, les Saoudiens et bien d'autres pays encore comme les Sud-Africains qui sont au Congo depuis plusieurs années. Donc il n'y a pas que le Rwandais. Rwandais. Donc, quand on regarde tout ça là, on comprend selon ce qu'il dit finalement, s'il y a d'autres États qui sont au Congo depuis et d'autres encore qui sollicitent de venir, que cela n'a jamais constitué autant de polémiques, n'a jamais suscité autant de polémiques, ça veut dire que il y a anguille sous roche. L'anguille sous roche, ça veut dire que, il l'a dit, c'est de la rwandophobie, c'est une sorte de phobie, sinon une sorte de haine que les Congolais, sinon c'est... Il le dit clairement, il dit c'est de la manipulation politicienne. Et si on constate très bien, et tout est parti aussi des hommes politiques qui ont voulu attiser le feu, qui ont voulu inciter la population, mais sans pourtant comprendre au préalable ce que c'est en réalité. Tous ou presque, nous sommes allés sur les médias, nous sommes allés polémiquer autour de ces accords, mais sans pourtant en avoir le contenu. Et c'est maintenant que certains d'entre nous l'ont. Et le président vient, comme vous l'avez dit, rassurer la population d'abord, puisque le plus important, c'est d'abord cette population-là. L'homme politique encore peut être derrière ses propres intérêts, mais rassurer la population, oui, vous l'avez dit, les incertitudes, avec ce qu'il a dit qu'il porte garant, qu'il ne peut même pas vendre ni céder un mètre carré donc, du territoire. Et il a dit, donc, je ne vois plus comment, avec des tels propos, avec un tel engagement, comment peut-on encore remettre en cause
je n'ai pas envie de dire ses propos, mais ses accords et tout ce qui est dit depuis quelque temps, puisque les accords se mettent en public. Voilà, le Premier ministre en a distribué à gauche et à droite, aux opposants, aux hommes politiques qui continuent de polémiquer malheureusement. Donc il vient, on va dire, mettre un terme en tant que chef de l'État, en tant que garant même de la justice, de la loi, du territoire national. Il a dit que je ne peux pas en aucun cas vendre l'État. Donc il vient rassurer les populations que rien n'est vendu et finalement interpeller la classe politique, surtout d'arrêter cette haine-là, parce que cela, oui, c'est la haine. Quand vous écoutez les propos des uns des autres, surtout ceux qui critiquent ces accords, mais finalement, oui, on est à fond dans la rwandophobie. C'est clair, les propos sont durs, les propos sont haineux, et à un niveau de responsabilité, on ne pouvait pas agir de cette manière parce que le Rwanda n'est pas de frontière avec nous, mais nous avons besoin de coopérer avec tous les États, d'être en bon accord avec tous les États, de développer nos coopérations avec tous les États, et donc on ne peut pas faire du Rwanda un pays, on va être guillemets, diabolique, dont on ne doit pas avoir des accords et finalement aller vers d'autres pays. Donc je crois que les propos du président tombent à pic, mais ça vient confirmer, sinon corroborer tout ce que le gouvernement a dit depuis quelque temps à la population. Eh bien, hormis les accords du Rwanda, le président a aussi parlé sur la question des bébés noirs. Le président a exprimé son inquiétude face à ce phénomène et a évoqué des mesures pour y remédier. Quelle est votre analyse à ce sujet? Voilà, vous savez que dans ses propos, il le dit clairement, hein, il vous rappelle que ce n'est pas seulement une affaire congolaise, hein, l'affaire du banditisme, sinon de la délinquance. Nous l'avons dit dans l'une de nos chroniques ici que le Congo n'est pas le seul pays au monde, si en Afrique, à vivre ces phénomènes, mais cela ne veut pas dire que les Congolais devraient, sinon le gouvernement doit croiser ses bras et ne rien faire parce que ce n'est pas une situation congolaise et uniquement congolaise. Et donc, je peux rapidement lire ce qu'il a dit. Donc, la question lui a été posée pour dire que les bébés noirs inquiètent réellement à Brazzaville et Pointe-Noire. Donc, il dit à juste titre, même si, là encore, le Congo n'a pas l'exclusivité de la délinquance juvénile, certes, ces jeunes ne sont pas tous congolais. Les crises régionales en RDC, en Centrafrique ou ailleurs, amènent chez nous leur lot de déracinés, tentés par une délinquance de survie. Mais beaucoup d'entre eux sont nos jeunes, nos enfants. Ainsi, nous avons conçu une stratégie de prévention et de traitement de la délinquance juvénile et engagé tout un programme d'éducation et d'encadrement. Donc, il nous fait comprendre déjà que le Congo n'a pas l'exclusivité de la délinquance juvénile, mais ce n'est pas une excuse pour le président de se dédouaner ou de s'exonérer. Non, puisqu'il le dit encore, nous l'avons dit ici, qu'il y a eu à peu près de 400 jeunes délinquants étrangers qui sont interpellés aujourd'hui et qui sont même donc dans un centre de détention. Et il explique d'où viennent-ils. Il y a la Centrafrique, il y a la RD Congo. Et finalement, le Congo étant un pays hospitalier qui, finalement, avec ses frontières poreuses, a réussi à accueillir tous ces jeunes-là, finalement, et qui viennent s'aimer le désordre. Donc, mais les mesures ont été prises selon ce qu'il dit. Quelles sont ces mesures? Voilà, les mesures, vous avez posé la question. Depuis pratiquement 3 ans, le gouvernement parle d'un centre qui va accueillir les jeunes. Il parle de l'un des plus grands centres, c'est Aubéville. Les travaux, selon le gouvernement, sont achevés. L'ouverture de ce centre, apparemment, à en croire le gouvernement, serait donc en octobre. Ça veut dire dans un mois à peu près que ce centre sera ouvert. Et l'objectif, c'est non seulement d'interner ces jeunes, mais de leur apporter une formation professionnelle, une orientation professionnelle, qu'après, à la sortie donc de ce centre, que chacun soit réintégré dans la société. Et vous avez aussi des questions de
chômage, puisque c'est aussi ça, de lutte contre la pauvreté. Donc, c'est une question aujourd'hui qui demeure épineuse. Ce qu'il faut comprendre que dans cette interview, le président aborde des questions d'actualité. Donc, il n'est pas resté comme les précédentes interviews. On voit qu'il fait un bilan, soit de son mandat, où il revient un peu sur l'historique du Congo, ou encore de leur propre génération. Là, il est parti sur les perspectives. Il est resté sur les questions d'actualité. Il est resté sur les questions factuelles. Et donc, à ce niveau, on peut comprendre que la question des bébés noirs, puisque la question lui a été posée, il répond, on constate que il ne s'en préoccupe pas seulement, mais il sait ce qu'il sait. Il sait ce que c'est ici, d'où ça vient et même comment le résoudre. Donc aujourd'hui, la question, c'est de croiser les doigts et attendre que le gouvernement, le plus tôt possible, applique toutes ces solutions à la lettre pour que finalement les Congolais, surtout les Brazzavillois et les Ponténégrins, vivent paisiblement. Un autre point abordé, c'était la question de la démocratie au Congo. Le président a défendu son bilan en affirmant que le Congo est en pleine construction démocratique. Quelle est votre perspective sur cette affirmation? Bon, voilà, le président, vous l'avez dit, hein, la question lui a été posée, comment la démocratie congolaise se porte-t-elle? Voilà, sa réponse, je vais lire ça rapidement, c'est plutôt bien, il le dit plutôt bien, je crois. L'opposition dont le chef bénéficie d'un statut inscrit dans la Constitution est certes quelque peu affaiblie. Voilà, donc il le reconnaît, quelque peu affaibli, il dit que ça fonctionne normalement, que le Parlement fonctionne normalement, même s'il déplore un peu un abus de débat, le débat abusif qui parfois... Voilà, et donc il le souligne bien, il souligne que la démocratie va bien puisque les élections, selon ce qu'il dit, s'organisent normalement et régulièrement. Voilà, et c'est pour lui, ce sont des éléments et qui prouvent certainement dans tous les pays du monde, ce sont les premiers éléments qui prouvent que la démocratie fonctionne. Et ça, c'est selon le président. Mais c'est qu'il y a aussi un bémol aujourd'hui, c'est que quand on entend l'opposition, cette opposition, qui, dans ses plaintes, sinon dans ses revendications, continue de déplorer que la démocratie demeure encore un vrai souci donc au Congo. Mais pour le président, il s'appuie donc sur le fait que le Parlement fonctionne normalement, que les débats sont parfois très, très houleux et même qui vont même au-delà de ce que lui appelle abusif. Et puis, vous avez également une opposition qui est à la fois constituée, qui a un statut, on va dire, institutionnel, constitutionnel. Vous avez aussi, il le dit, une opposition qui est extra, donc, parlementaire. Mais le président dit aussi dans ses propos que l'opposition est affaiblie. De quoi est-elle affaiblie? Bon, c'est une très bonne question. Quand on écoute l'opposition indexe donc le gouvernement pour dire que tout est bloqué. Tout est bloqué, donc cette opposition ne peut pas obtenir les autorisations d'organiser des réunions publiques, d'organiser des meetings publics, d'organiser des marches. Vous avez cette opposition qui est totalement asphyxiée et corrompue, et il y a des pressions sur cette opposition. Donc quand on écoute cette opposition, il y a donc le parti au pouvoir, sinon le gouvernement, qui fait tout pour l'affaiblir, puisque l'opposition n'a pas de moyens de sa politique, l'opposition n'a pas la liberté d'exercer comme ils le disent eux-mêmes, l'opposition ne peut pas s'exprimer librement, ils ont déploré le fait qu'ils n'ont pas accès aux médias, surtout aux médias publics. Donc ce sont là les éléments brandis par l'opposition pour réellement déplorer ce qui aujourd'hui constitue un vrai problème, un obstacle, et aussi cette faiblesse. Mettons, quand on écoute l'opposition, est-ce que il est en train d'appeler l'opposition à agir, à être pragmatique, proactive, ou ça l'arrange lui en tant qu'aujourd'hui, on va dire, l'homme qui est au pouvoir, d'avoir en face de lui cette opposition totalement affaiblie. Je pense que quand on comprend bien ce qu'il dit, c'est à la fois peut-être un cri de cœur, peut-être un regret de constater finalement que l'opposition qui devrait faire son travail ne le fait pas comme il le faut. Cette opposition, nous l'avons dit, passe du temps à se soupçonner, passe du temps à se diviser, passe du temps à se mettre les bâtons dans les roues. Elle n'est pas proactive.
Et je crois qu'en tant que garant même de cette démocratie au Congo, ça ne peut pas regarder, voilà, merci, j'y arrive, le président de la République, de voir à la fois Thiati Mabiala, nous l'avons dit plusieurs fois ici, totalement affaibli, cette opposition extra-parlementaire totalement affaiblie, et la finalité, c'est que on se retrouvera avec un seul parti qui demeure fort dans un seul État, et en ce moment-là, c'est vraiment véritablement une entorse à la démocratie congolaise. Donc je pense qu'en lisant ce que le président dit, c'est une manière de déplorer le fait que cette opposition, mais la question, vous l'avez posée, pourquoi, de quoi est-elle affaiblie? Donc, j'ai apporté quelques éléments de ce que pensent les opposants. De l'autre côté, je pense qu'on dit que cette opposition, donc le pouvoir pense que cette opposition est certainement dans la distraction, que cette opposition vit au prorata, sinon au gré des sentiments du gouvernement, c'est-à-dire à la température que produit le gouvernement. Quand le gouvernement est froid, l'opposition elle est froide. Quand le gouvernement est dans une situation de polémique, l'opposition se réveille. Et finalement, c'est donc l'opposition ne vit que grâce à ce gouvernement, et c'est ce qui selon ce que se dit dans les coulisses, c'est que la majorité, donc le pouvoir, pense que l'opposition ne travaille pas, et l'opposition pense que le pouvoir bloque tout ce qu'il faut pour l'empêcher de fonctionner normalement. Le président a déploré également l'abus des discussions au niveau du Parlement. Que peut-on comprendre par là? Nous l'avons décrié d'une manière ou d'une autre ici. Les parlementaires sont dans le rôle d'interpeller les ministres, d'interpeller tous ceux qui sont concernés. Ils sont dans leur rôle d'engager des débats, des discussions, surtout lors des questions orales, avec débats, des questions d'actualité. Mais simplement, nous avons vu qu'à un moment donné, dans 2, 3, 4 séances, que les débats ont tourné aux invectives. Les débats ont tourné autour des intimidations, autour même de dénigrement des uns et des autres. Et on a laissé les vraies préoccupations de côté, simplement pour se concentrer sur des positionnements individuels. Il y a certains qui voulaient certainement avoir une position dominante, certains, comme les débats sont retransmis en direct sur Télé Congo, et d'autres profitent de ces moments pour se faire voir, en fait. Et donc, c'est un péché qui a poussé plusieurs parlementaires à aller au-delà de l'essentiel, sinon à côté de l'essentiel. Et les invectives, des attaques parfois personnelles, on est arrivé à ça, on est arrivé au dénigrement. Et donc le président qui suit de très près ce débat déplore le fait que, au lieu même que les parlementaires s'intéressent réellement à ce qui doit se faire, puisque oui, le contrôle de l'exécutif s'est fait aussi par ces séances de questions orales, ces questions d'actualité, mais on voudrait aussi voir ce Parlement aller à fond dans les enquêtes, aller à fond même dans le transfert des dossiers au niveau de la justice, aller à fond même pour bloquer certains ministres qui ne font pas du travail comme il le faut. Malheureusement, c'est resté comme une sorte de théâtre. Les journalistes le disent souvent, que les séances de questions orales deviennent des spectacles ahurissants où on voit les gens se mettre en mannequinat sur les médias, et simplement pour se faire plaisir et pour se faire voir. Et je crois que c'est ce qu'il déplore. La question du chômage, pardon, vous l'avez dit tout à l'heure, c'est un défi majeur aujourd'hui. L'année 2024 a été dédiée à la jeunesse, mais aujourd'hui, le président reconnaît quand même que le chômage y est et les jeunes peinent à trouver du boulot. Quelles sont les attentes des jeunes et les solutions proposées par le gouvernement pour lutter contre le chômage? Bon, il le dit, hein, quand il parle de cette année de la jeunesse, c'est lui-même qui décrète cette année de la jeunesse. Voilà, il a décrété 2024 année de la jeunesse, mais dans sa réponse, il le dit, à condition de garder à l'esprit que tous les problèmes de la jeunesse congolaise ne seront pas résolus en un an. Emploi, éducation, encadrement. Des programmes ambitieux élaborés à cet effet par le gouvernement sont en cours d'exécution. Plus de la moitié des Congolais ont moins de 20 ans. Il était temps que là soit perçu comme un enjeu crucial pour notre nation. Donc, il y a d'abord le fait que le président place dans sa réponse les préoccupations des jeunes au premier plan. Parce qu'il dit que les jeunes de moins de 20 ans, sinon 20 ans, sont frappés par le chômage, et plusieurs mots d'ailleurs. Et donc, il faut placer les préoccupations des jeunesses
on va dire, au premier plan. Donc, les priorités des priorités. Et c'est pour cela que 2024, puisqu'il a encore à peu près 2 ans, sinon 1 an et quelques mois qui lui restent, il pense qu'il faut finalement mettre ça sur la table et trouver les solutions. Mais il le reconnaît lui-même que le fait d'avoir décrété l'année 2024 année de la jeunesse ne veut pas dire que tous les problèmes doivent être résolus cette année même. Il le reconnaît. Il informe aussi que il y a plusieurs réformes qui se font, qui ont été donc réalisées. Il y a aussi des projets élaborés. Vous avez vu l'un des conseils des ministres revenir un peu sur des projets qui concernent les jeunes. Ils ont lancé un projet, un jeune, une entreprise. Ils veulent exonérer beaucoup de choses dans le processus de création des entreprises. Le gouvernement veut accompagner également les jeunes porteurs de projets. Et c'est ce qu'il est en train de dire réellement. Mais pour cette année, on sait que nous sommes déjà au mois de septembre. Pratiquement, il nous reste à peu près 24 heures pour qu'on arrive, pour qu'on entre en septembre. Donc, on tend pratiquement vers la fin de cette année. On peut se rendre compte que les 100 000 emplois promis par le gouvernement ne peut pas être possible parce que si le gouvernement de son côté a réussi ou va réussir cette année à employer les 10 000, puisqu'il y avait déjà 6 000 engagés dans le budget 2023-2024, mais ce serait difficile du côté des entrepreneurs, sinon de la société, du secteur privé de recruter les 90 000 francs. Parce que selon nos informations, le secteur privé, chaque année, ne recrute qu'autour de 6 000, sinon 7 000. Donc, ce serait impossible cette année d'atteindre les 100 000 emplois. Mais, selon ce qu'on entend, qu'on lit, c'est que le président est d'abord dans la projection que les choses vont se faire. Je ne veux pas te couper, mais il y a un internaute qui dit, est-ce que le président avait mesuré l'ampleur du chômage avant de dédier cette année, l'année de la jeunesse? Est-ce que vraiment il avait vraiment vu que la question du chômage était vraiment... Je peux revenir rapidement sur ce que j'ai dit, j'ai lu tout à l'heure. Il a dit ceci, que plus de la moitié des Congolais ont moins de 20 ans. Il était temps que cela soit perçu comme un enjeu crucial pour notre nation. Ça veut dire quoi? Il ne peut pas décréter, consacrer l'année 2024 aux priorités aux jeunes, sinon prioriser les problèmes des jeunes, mais sans pourtant prendre connaissance des problèmes. Il a dit dans le discours de début de cette année que j'ai entendu. Entendre, ça veut dire quoi? Qu'il a vu lui-même comment les jeunes sont décédés à Ronano, parce que nombreux sont allés chercher le boulot alors qu'il y avait à peu près 500 places, sinon 300 places. Il voit au quotidien la montée en puissance du banditisme qui est aussi due à la pauvreté. Il a informé que ceux qui sortent des écoles de formation, plusieurs générations ne sont pas formés. Il a informé que les jeunes qui terminent même à l'université Marengwabi ne sont pas recrutés. Il sait qu'il n'y a pas de travail. Et donc, c'est pour cela qu'il a compris que ça devient un enjeu crucial. Un enjeu important, c'est même à la limite une bombe à retardement si le gouvernement ne fait rien. Il le sait. Mais c'est pour cela qu'il consacre. Le problème aujourd'hui, est-ce que quand le gouvernement met en place tous ces projets, 100 000 emplois en une année, est-ce que le gouvernement a été sûr de le faire? Et ça, il n'y a que le gouvernement qui peut le dire, mais nous savions déjà qu'il n'était pas facile de recruter 100 000 jeunes cette année. Et c'est pour cela que rapidement, le gouvernement a réajusté le PND 2022-2026. Bon, ça n'a pas été réduit. Ça veut dire qu'on a enlevé tout ce qui n'est pas réalisable cette année, tout ce qu'on n'a pas pu faire depuis 2022 jusqu'à maintenant 2024, donc ce n'est plus possible. Et qu'est-ce qu'on peut faire réellement de 2024 à 2026, surtout en ce qui concerne les jeunes? Donc c'est pour cette raison qu'on a réajusté pour que le PND actuel soit focalisé autour des préoccupations des jeunes. Et quand on lit un peu plus loin, le président se félicite du fait qu'avec la 5e revue du FMI, le Congo peut finalement s'ouvrir en fait les portes de l'extérieur ou encore ouvrir les portes de l'extérieur pour trouver des fonds afin de réaliser ce PND. Il reste optimiste. Il lui reste 2 ans à peu près. Va-t-il réussir ou pas? Il a dit qu'il fera le bilan au moment opportun à son peuple. Sur toutes les questions qu'a évoquées le président et par rapport à ce que fait le gouvernement, est-ce que le président est en phase avec son gouvernement?
Quand vous lisez cette interview dans son intégralité, nous n'avons pas abordé ici les questions diplomatiques, puisque par rapport à la loi de la proximité, ce qui nous a intéressé dans la chronique, c'est des questions, on va dire, locales. Vous allez vous rendre compte que nous avons eu l'impression à un moment en lisant cette interview qu'il était soit à côté de son premier ministre. On a eu l'impression que le président, ce n'est pas une impression, que le président de la République partage la même lecture des faits, la même vision des faits, les mêmes alternatives à ces problèmes avec son premier ministre. Nous avons abordé les questions de terre. Tout ce qu'il a dit dans son interview, c'est ce que le premier ministre a toujours brandi, c'est toujours tout ce qu'il a dit. Et sur les questions de bébés noirs, c'est la même chose. Sur les questions d'emploi, les questions, on va dire, de la souveraineté nationale, vous allez vous rendre compte que le président est resté en phase totale avec le premier ministre, son premier ministre. Et donc, on peut penser que tout ce qui reste aujourd'hui, c'est de voir au sein de cette équipe gouvernementale, est-ce qu'il y a encore les hommes qui sont capables d'accompagner le président jusqu'en 2026. Est-ce qu'au sein de ce gouvernement, y a-t-il pas aujourd'hui ce qu'on appelle des taupes, on va dire des ministres qui sont là, qui ne peuvent plus produire et qu'il faut mettre de côté réellement pour qu'il y ait une équipe beaucoup plus concise, une équipe beaucoup plus efficace pour réaliser tant soit peu tout ce qui reste. On sait que la vraie opposition, même quand le président dit que l'opposition est affaiblie, mais la vraie opposition actuelle est au sein même de son propre camp. Les ministres qui se mettent les bâtons dans les roues, les ministres qui aujourd'hui font tout pour bloquer leur propre machine. Donc il y a des ministres qui sont devenus improductifs, qui sont devenus totalement constipés, qui ne peuvent plus produire. Et donc en ce moment-là, le vrai problème aujourd'hui reste les hommes qui l'entourent. Il faut qu'ils regardent de fond en comble, puisqu'ils pensent qu'ils ne se préoccupent pas aujourd'hui des élections, puisque la question lui a été posée que c'est dans 2026 finalement que les élections auront lieu. Mais pour lui, la préoccupation, certainement, c'est de faire face au problème des bébés noirs, c'est de faire face au problème de chômage, c'est la régularité des salaires, c'est la régularité des pensions et même la régularité des budgets de transfert. Mais il lui faut des hommes qu'il faut, puisque s'il est en phase avec son premier ministre et s'il partage la même vision de la vie, mais nous savons quand même que au sein de ce gouvernement, de cette machine exécutive, il y a encore des hommes qui peuvent constituer des maillons faibles. Nous sommes presque à la fin de notre échange. Bruni Fortuna, une dernière question pour boucler notre chronique. Le président a évoqué aussi un projet de société. Pouvez-vous nous rappeler brièvement de quoi est constitué le projet de société du président de la République? Dans sa question, dans sa réponse, quand tu lui poses la question sur les élections, il se prépare pour les élections. Sera-t-il candidat? Puisque on est quand même à 1 an et demi de 2026, on veut savoir. Mais déjà de coutume, nous l'avons vu déclarer ses candidatures à la veille, à un mois. On l'a vu à quelques semaines. D'ailleurs, il répond même dans cette interview que la déclaration de la candidature peut se faire en une semaine, en une journée. Donc, ce n'est pas réellement sa préoccupation. Il s'en préoccupe pas. Peut-être parce qu'en face, il n'a pas aussi un adversaire de taille. Il a dit que l'opposition est affaiblie. Déjà, quand il affirme, ça veut dire qu'il peut aller aux élections sans problème. Donc, ça ne peut pas être sa préoccupation, puisque en face, il n'a pas trop l'adversaire qui l'inquiète. Mais ce qui le préoccupe aujourd'hui, pourquoi penser aux élections si moi, je n'ai pas réussi, moi, à réaliser mes projets aujourd'hui? Si je n'ai pas réussi, moi, à donner les 100 000 emplois aux jeunes, si je n'ai pas réussi, moi, à arrêter ces problèmes de Benoît, pourquoi se préoccuper des élections? Pourquoi chercher le pouvoir pour le pouvoir? Donc, je crois que il parle donc dans ce projet de société. On sait plus ou moins qu'aujourd'hui, tout est focalisé dans le PND et les priorités du PND, nous le savons, c'est la construction des logements sociaux, nous le savons, c'est la lutte contre le chômage, c'est aussi le développement de l'agriculture, donc à travers la diversification de l'économie congolaise. Donc, il y a aussi le développement du sport qui, malheureusement, est aujourd'hui totalement malade et qui ne fonctionne plus. Donc, voilà plus ou moins l'homme qui dit ne pas penser aux élections, mais ça peut aussi être le fait qu'il n'a pas d'adversaire de taille pour le moment. Merci Bruni Fortuna et merci à toi pour ces éclaircissements. Nous espérons que ces échanges aideront nos internautes à mieux comprendre les enjeux actuels et les perspectives pour l'avenir du Congo. Merci à vous de nous avoir suivis. On se dit à très bientôt. Au revoir.